Bonsoir à toutes et à tous. Je souhaite la bienvenue au public, à la presse, ainsi qu'à nos téléspectateurs. Avant de commencer nos travaux, on doit excuser aujourd'hui François Théonard, Hugues Doumont, Natacha François, François Starpataki et Christine Baudard. Yacine, je suppose qu'il va arriver. Alors, on vous a soumis 2 points d'urgence dans le courant de vendredi, avec en plus aujourd'hui un petit amendement sur un des 2 points. Je suppose que ça ne pose aucun problème. Je vous remercie. On va entamer l'ordre du jour. Le premier point, c'est l'administration générale. Ça concerne sur la supracommunalité. On demande un avis du conseil communal. Là, je vais céder la parole à monsieur le bourgmestre. Eh oui, par courrier. Dans le cadre de courrier du 22 décembre, le ministre Decken souhaitait nous informer d'une note d'orientation et demander que le conseil communal prenne position en 2026 par rapport à diverses matières et voir ce que l'on souhaitait conserver au sein de la province, ou non, ce que l'on souhaitait récupérer, nous, ville, ou ce qu'on estimait indispensable au sein de la province. On doit vous dire que la crainte que nous avons, c'est la suppression des provinces et le fait que ces provinces deviennent demain quelque chose qui n'existe plus dans sa forme actuelle, mais surtout que les charges reviennent sur les entités communales. Donc, nous nous retrouvons dans une situation où nous avons quand même une école d'enseignement provincial, nous avons quand même une école, si je prends Gèvres, l'école d'équitation qui est provinciale également. Nous avons aussi tout ce qui concerne la zone nage, puisque la zone nage a été reprise en financement par les provinces. Tout cela ajouté au fait que l'impôt provincial qui serait perçu, qui est perçu actuellement, serait perçu par les communes et devrait être restitué à la région wallonne, faut en sorte, c'est ce qu'il a exprimé dans, je vois Philippe Patard c'est ce qu'il a exprimé dans un quotidien, soit l'écho, soit le soir, et tout ça nous fait craindre évidemment le pire. Nous ne sommes pas en capacité, d'une part, d'assumer le retour à la reprise d'un ensemble de charges. Nous pouvons assumer financièrement. Et de plus, le fait de travailler sur des bassins de vie qui sont actuellement méconnus, mais dont on entend parfois parler, c'est-à-dire par exemple que si on travaille sur un bassin de vie ici sur Andenne, on serait lié, et que Ouassé serait lié à Namur, que ceci, que cela. Donc, alors qu'on a des infrastructures, des structures supracommunales, ces structures supracommunales qui, évidemment, sont délimitées généralement par le territoire provincial. Donc, nous proposons de nous opposer à cette proposition de réforme. Et donc, voilà la motion telle qu'elle a été rédigée par nos services juridiques. Et je suppose que certains souhaitent ou ont envie de s'exprimer. Merci, monsieur le bourgmestre. Monsieur Matta, je vous cède la parole. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le bourgmestre. Bien évidemment, on ne peut que, peu importe notre position sur cette perspective de réforme, on peut évidemment qu'exprimer des craintes, et je peux entendre les craintes exprimées par monsieur le bourgmestre par rapport aux implications financières ou budgétaires de cette réforme. Mais après, à la lecture de la note du collège, je ne peux pas évidemment me priver de dire que c'est quand même une note qui est plutôt politique, et que les arguments juridiques qu'elle contient, ce sont des arguments qui sont effectivement très habiles, mais qui n'aboutissent qu'à une chose, c'est-à-dire donner un avis négatif sans autre forme de procès
Et ça, je ne pense pas que ce soit l'esprit de la demande du ministre de Ken et du gouvernement, parce qu'on a relativement facile aujourd'hui de dire, c'est devenu un peu une rengaine, admettons-le, au sein de notre conseil communal, d'imputer tous les vices et défauts à un seul ministre ou à 2 ou 3 ministres en fonction de peut-être de leur couleur turquoise et de ce qui ne plaît pas dans leur projet. Mais néanmoins, c'est un projet du gouvernement, et ça, je tiens vraiment à le rappeler. La note laisse aussi entendre que le projet serait anticonstitutionnel. C'est évidemment pas le cas. Je voudrais quand même rappeler quelques éléments importants, en tout cas qui me sont importants, c'est que la 6e réforme de l'État ouvre clairement la porte au remplacement des institutions provinciales par des collectivités supracommunales, et à ce sujet, une asymétrie entre la Flandre et la Wallonie. Et ce remodelage du modèle supracommunal est bien du ressort du Parlement wallon, comme en dispose l'article 41 de la Constitution. Alors, je voudrais aussi rappeler que depuis quelques décennies, aucun parti, ici autour de la table, aucun parti n'est resté à l'écart des intentions de réforme du paysage supracommunal et plus particulièrement de l'institution provinciale, sauf à être politiquement schizophrène et à se dire aujourd'hui qu'on n'a jamais rien voulu. Aucun parti ne peut dire aujourd'hui qu'il est opposé à une réforme des provinces. Un peu d'histoire, très brièvement, je vous rassure, Monsieur le Président, je ne vais pas vous faire l'histoire de la Belgique, hein. Rassurez-vous. Je vais essayer d'être bref, même si c'est un défi pour moi, je le reconnais. Mais un peu d'histoire néanmoins. La DPR, et je la connais puisqu'elle fait partie des DPR. J'ai participé à la négociation de cette DPR, celle de 2009 et entre 2009-2014. Négociée, si j'ai bonne mémoire, mais je peux me tromper, entre un parti qui s'appelait à l'époque le CDH, le Parti socialiste, et les écolos. Et elle prévoyait déjà une réforme de l'institution provinciale et qui devait, normalement, cette institution, évoluer vers ce qu'on allait appeler des communautés de territoire adaptées comme entité de gestion des intérêts communaux. Alors, je ne vais pas vous redire là, ce qui se trouve dans la DPR 2024-2030, puisqu'on est au moins 2 partis. Hein, et je sais que certains mandataires présents à cette table, y compris à la table du collège, sont allés avec enthousiasme dire toute leur volonté de voir cette institution évoluer, enfin être dépoussiérée, et on applaudit évidemment les termes de la déclaration de politique régionale. Je serais donc extrêmement surpris aujourd'hui de les voir changer d'avis. Encore une fois, je sais qu'en politique, on peut toujours être schizophrène, mais quand même, il y a des limites. Donc voilà, chacun connaît le contenu de cette réforme. Alors, rien ne vise, au sens des intentions politiques contenues dans les DPR et dans la note d'orientation du gouvernement, à transférer des charges vers les communes, puisqu'il a été dit clairement, et je ne dis pas que vous avez tort en disant qu'il y a pour l'instant un certain nombre d'incertitudes sur la manière dont certaines compétences vont être transférées, mais je pense qu'il nous appartient aussi, à nous, pouvoirs locaux, de dire que nous ne voulons pas que des charges soient transférées vers les communes, ou plutôt que des compétences soient transférées vers les communes, sans que les moyens correspondants soient également transférés. Ça, je pense que c'est vraiment une demande forte que nous devons avoir. Alors, quand je lis dans la délibération, en tout cas dans l'exposé des motifs du recours, de l'avis, on voit qu'il est question, oh bien attention, il y a les APE, il y a la réforme du marché du travail. Je dirais quand même que ce sont 2 réformes qui sont effectivement aujourd'hui assumées par le gouvernement wallon et certainement par une des parties du gouvernement wallon. Donc voilà, malgré un historique qui devrait amener notre conseil à participer à cette réflexion dès maintenant, eh bien, tout ce que je constate, c'est que la délibération dit non, on ne veut même pas en discuter. Et c'est certainement pas ça qu'il faut faire. Il y a des choses aujourd'hui à demander. Pourquoi ? Que veut en vérité le gouvernement ? On ne s'est même pas posé cette question. On aurait dû au moins le préciser dans le projet de délibération, de telle manière à ce qu'on puisse au moins débattre du fond. 1. Il y a une volonté de faire évoluer le rôle supracommunal des provinces. 2. On veut envisager des transferts vers les niveaux des pouvoirs les plus adéquats. Et donc, quand la note dit « Ah, c'est une entrave ou une contradiction par rapport au principe de subsidiarité », que nenni, ce n'est pas une entrave par rapport au principe de subsidiarité, puisque ici on dit clairement, et je pense que c'est également l'intention du ministre de Ken et du gouvernement, je devrais dire tout simplement du gouvernement,
de soigner le principe de subsidiarité, de faire en sorte qu'on puisse mettre les compétences là où elles sont les plus pertinentes. Et puis, tenir compte d'un plan de ventilation des compétences qui sera proposé par les provinces d'ici la mi-législature. C'est bien ça l'objectif, c'est de demander d'abord l'avis des provinces. Et évidemment, l'avis des provinces peut être utilement construit à partir également de l'avis des communes. Et donc voilà, et c'est au sens-là, du reste, que le ministre De Keyne demande aujourd'hui l'avis des communes. C'est quand même pas quelque chose de brutal. On demande l'avis des communes avant d'aller plus loin. Alors, ce qui serait pertinent, me semble-t-il, en ce sens, c'est que le Conseil, outre son analyse des compétences à transférer, remette un avis conditionné à certaines exigences. Et quelles seraient ces exigences? Et là, je vais plus loin que vous, parce que vous n'exprimez pas d'exigences. Moi, j'en exprime, malgré le fait que voilà, j'appartiens à un parti qui fait partie du gouvernement et dont le ministre, en plus, est le ministre des pouvoirs locaux. 1. Demander la neutralité budgétaire complète pour les autorités qui reprendraient des compétences, en l'occurrence les communes. Vous avez tout à l'heure parlé de votre peur de voir des charges supplémentaires transférées vers les communes. Eh bien, demandons qu'il y ait cette neutralité budgétaire. Le maintien au moins du même degré d'accessibilité territoriale aux infrastructures et services anciennement provinciaux. Il est hors de question qu'il y ait une politique publique qui soit minorisée et qui soit détériorée par rapport à l'ancien régime, ou plutôt à l'actuel régime provincial. Le maintien du régime statutaire du personnel, ici, ça c'est vraiment une préoccupation sociale que nous devons avoir. Il est clair qu'il est hors de question que le personnel des provinces, dès lors qu'il serait transféré vers l'un ou l'autre niveau de pouvoir, y perde. Donc on doit veiller à ce qu'il y ait une neutralité absolue en faveur du personnel. Et puis, dès lors qu'un organisme supracommunal se substituerait au conseil provincial, eh bien, la possibilité pour d'autres membres du collège d'être les suppléants du bourgmestre, il est pour nous aussi hors de question de voir un collège de bourgmestre dans lequel il n'y aurait aucune flexibilité, aucune souplesse. Donc on veut évidemment injecter de la démocratie dans ce nouveau modèle et donc faire en sorte que les échevins puissent eux aussi être éligibles à participer à cet organe supracommunal. Demander également une rationalisation des organismes paralocaux. Je pense que dans toute réforme, il doit y avoir des économies d'échelle et je pense qu'il faut également faire en sorte qu'il y ait une rationalisation qui accompagne cette réforme. Et puis, un vrai transfert de la fiscalité immobilière aux communes et non à la région. Encore une fois, c'est le principe de la neutralité budgétaire. Dès lors qu'il y a des compétences qui sont transférées, les moyens doivent les accompagner et il est hors de question que les communes fassent les frais de toute réforme, que ce soit celle-ci ou d'une autre. Alors, seule une délibération qui serait fondée sur ces exigences serait utile. Ce n'est pas de dire non, on n'en veut pas, ça n'a aucune valeur. Mais voilà, je note que la majorité, ou en tout cas une partie de la majorité, semble ne plus vouloir qu'une relation manichéenne avec le gouvernement wallon pour des raisons qui sont, reconnaissons-le, politiques. Et c'est d'autant moins pertinent que la réforme des provinces nécessiterait au Parlement de Wallonie une majorité des 2/3. Qu'est-ce que ça signifie en gros? Et c'est là que vous devriez, M. Bourgmestre, être constructif. C'est que sans le Parti socialiste, rien ne sera possible. Et vous le savez très bien, puisque la majorité qui sera nécessaire, c'est une majorité des 2/3. Et donc, si le PS ne joue pas dans la pièce, eh bien, il n'y aura pas de réforme. Et ça, vous le savez évidemment. Donc, vous l'avez déjà bien mesuré. Et donc, vous avez tout intérêt à essayer d'être constructif, parce que ce que vous demandez a toutes les chances d'être accepté, et en tout cas de faire l'objet d'une négociation utile au Parlement. J'aimerais aussi ajouter, en citant l'article 41, que les matières d'intérêt communal, supracommunal ou provincial, peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la commune. Ça, c'est dans la Constitution aussi. On ne peut pas faire de consultation populaire n'importe où. Par contre, ici, on pourrait aussi demander à la commune, à la population, pardon, de se prononcer sur l'intérêt de la réforme. C'est aussi une manière de dire que la commune passe à côté aujourd'hui d'une opportunité d'avoir une réforme qui repose sur une consultation de la population et d'une réflexion au sein du conseil communal. Voilà, compte tenu du caractère institutionnel de cette réforme, je souhaite non seulement avoir l'avis du collège, par votre voix, Monsieur Bourgmestre, peut-être un peu plus que ce que vous en avez dit, mais je souhaiterais également avoir l'avis du partenaire MR. Je sais que Mme Léonard est absente, mais peut-être par la voix de la troisième échevine, Mme Magnier, en l'absence de Mme Léonard, avoir l'avis du MR, parce que je voudrais savoir si les deux parties de la majorité sont d'accord avec cette position et cette délibération du collège. En tout cas, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne plusieurs mandataires au sein du groupe ADN,
En ce qui nous concerne, en tout cas, nous remettrons un avis négatif sur la délibération, non pas sur la proposition du gouvernement, mais sur la délibération. Voilà, dans le premier temps, c'est ce que je souhaitais vous exprimer. Merci, Monsieur Matar. Est-ce que je peux vous demander de couper votre micro? Je vais céder la parole à Madame Halleux, qui a levé son bras. Merci, Monsieur le Président. Oui, voilà, moi je vais exprimer la position des écologistes quant à cette réforme des provinces. J'exposerai d'abord notre avis et puis ensuite j'ai déposé donc un peu en urgence 3 amendements que je lirai. Pour nous les écologistes, en fait, l'enjeu de l'organisation des institutions existantes entre le niveau communal et le niveau régional est un enjeu majeur que nous avons toujours porté dans nos programmes et que le gouvernement wallon s'en saisisse et consulte les élus locaux nous semble positif. Et le tri des compétences provinciales est une démarche intéressante. Par contre, nous ne sommes vraiment pas d'accord avec la méthodologie qui est employée ici. On nous demande de faire un tri sans aucune proposition concrète. Et la réforme qui est envisagée ne va pas assez loin à notre avis. La demande du ministre, en fait, ne porte explicitement que sur le tri des compétences actuelles des institutions provinciales et pas sur l'organisation de la supracommunalité. C'est à notre sens trop réducteur et nous demandons une réelle organisation de la supracommunalité qui doit aller de pair avec une simplification de toutes les structures existant entre la Wallonie et les communes, ainsi qu'avec une réelle considération à ce niveau intermédiaire des enjeux de stratégie territoriale à l'échelle des bassins de vie. Écolo, en fait, veut un vaste débat public et pas juste une consultation à la va-vite sur un périmètre beaucoup trop limité. On demande aux communes de sélectionner ici les compétences qu'elles souhaiteraient conserver au niveau du territoire provincial, mais cela veut sans doute dire aussi, et Monsieur le bourgmestre le disait, quelles sont les compétences que les communes voudraient prendre à leur charge. On voit comment les communes ont déjà le couteau sous la gorge avec les réformes du chômage, des APE, et les transferts ne suffisent pas à combler la charge. Et puis, on peut aussi se demander si les communes sont vraiment demandeuses de compétences supplémentaires. Pour une réforme des provinces, nous voulons que chaque transfert de compétences soit opérationnalisé avec un transfert à 100% des agents et des financements qui y correspondent. Là, je pense que je rejoins mon collègue Philippe Matar. Mais rien n'est dit en ce sens par le gouvernement wallon. Cette organisation doit être pilotée par la région et s'effectuer dans le respect de l'emploi et des droits des agents, dans le maintien des missions d'intérêt public, sans vider les territoires de leurs travailleurs et travailleuses. L'engagement à l'égard du personnel constitue un élément essentiel de la réforme. Dans le projet du ministre, un autre point qui nous pose vraiment problème, il s'agirait de donner uniquement au bourgmestre la gestion des compétences résiduaires. Ce serait une assemblée de bourgmestres qui se réunirait 2 à 3 fois par an pour gérer ces compétences supracommunales. C'est un choix qui nous semble vraiment antidémocratique, car cela ne tient pas compte de la représentativité des électeurs des provinces. Le principe de pluralité n'est pas respecté. Il nous semble que ce qu'il aurait fallu faire, c'était élargir le débat d'une réforme de l'institution provinciale à l'ensemble de la supracommunalité. Cela permettait d'améliorer la gouvernance publique, les conditions du débat démocratique, la transparence et une meilleure efficacité politique. Fournir une proposition concrète avec quelles compétences pour les régions, quelles compétences pour la fédération, quelles compétences restent aux provinces et que mettons aux communes, mais surtout avec quel financement on attribue ces compétences. Demander aux communes ici de faire le tri sans connaissance de cause, c'est un peu leur demander d'acheter un chat dans un sac. Et donc, mes 3 amendements sont les suivants. Je propose un amendement à l'article 2, de demander que la réforme des provinces et de la supracommunalité porte sur l'ensemble des structures situées entre la région et les communes,
intercommunales d'envergure supracommunale, projets supracommunaux reconnus par l'ancien ministre des Pouvoirs locaux, conférence des bourgmestres, etc., et non sur les seules compétences actuellement provinciales pour aboutir à organiser, simplifier et renforcer la supracommunalité. Mon deuxième amendement est toujours à l'article 2, en 2 terres, de demander que le niveau intermédiaire que prévoit le gouvernement ne soit pas défini sur base des territoires provinciaux, mais sur base des bassins de vie correspondant davantage à la réalité des gens. Et mon troisième argument s'ajouterait à l'article 3, donc un 3 bis, subsidiairement toujours, d'exprimer son net désaccord sur la proposition du gouvernement que l'exercice des missions supracommunales résiduaires soit confié à une assemblée de bourgmestres et à un comité exécutif de bourgmestres désigné en son sein, et d'exiger une gouvernance qui renforce le pluralisme, la transparence et le contrôle démocratique au lieu de les réduire. Merci, Madame Halleux, pour votre intervention. Madame Bojanowska, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite prendre la parole. En fait, je ne sais pas si vous le savez, parce que c'est peut-être pas souvent souligné, mais dans le sein de groupe ADEN, il y a 3 composantes. Donc, je souhaiterais prendre la parole au lieu de cette 3e composante, qui est la composante citoyenne, représentée ici par Madame Pauline Léonard et moi-même. Donc, j'aimerais joindre un avis plutôt nuancé pour rejoindre d'une part mes collègues qui m'ont précédé ici, Monsieur Philippe Matard et Madame Françoise Halleux, pour ajouter tout simplement, exprimer un avis. Ça nous apparaît clair que c'est un dossier beaucoup trop complexe et il dépasse ici, en fait, le simple avis. Il nous est demandé de donner un avis alors qu'il faudrait un débat. Donc, je rejoins aussi bien mon collègue Philippe Matard que Florence sur le fait que la participation citoyenne dans le débat pour donner un avis est vraiment primordiale. Donc voilà, je souhaiterais juste ajouter cette petite nuance ici et vraiment souligner la complexité de ce dossier. Et tout à fait, je suis d'accord avec ce que Florence vient de dire au sujet d'un chat dans un sac. On ne sait pas très bien sur quoi cette réforme va porter, donc on en tiendra compte dans notre vote. Merci pour votre attention. Merci pour votre intervention. D'autres personnes veulent intervenir? Monsieur Van Kerkhoff, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais tout d'abord apporter une petite clarification. Évidemment qu'on est favorable, moi et le groupe, à la remodélisation du paysage supracommunal. Le constat, il est le suivant. Il y a trop de structures entre l'échelon communal et l'échelon régional. On a les intercommunales, les communautés de communes, les provinces, conférences de bourgmestres, etc. Donc, je pense que le schéma actuel, il est illisible, tant dans les missions que dans les actions. Et donc, cette refonte de nos institutions dans un objectif de lisibilité pour aussi rebooster la confiance des citoyens dans leur modèle institutionnel, je pense que ça doit être notre boussole à toutes et tous. Et la DPR, effectivement, prévoit une refonte de l'institution provinciale, et je partage, et mon groupe partageons, toute réflexion qui va en ce sens. Mais force est de constater qu'à ce stade, la réforme telle que proposée, elle contient de nombreuses zones d'ombre qui ne sont pas admissibles pour une telle réforme. Alors, la première chose, sur la forme, pour nous, le débat est malmené. On ne mène pas la plus grande réforme constitutionnelle depuis la création des communautés et des régions en consultant les communes qui doivent rendre un avis sur base d'une page et demie. Comment voulez-vous qu'un conseil communal puisse rendre un avis de manière éclairée sur une note aussi maigre, aussi laconique, excusez-moi du terme? Et la deuxième chose, je serais plutôt critique sur 3 points de fond. Je m'excuse d'avance si c'est un peu technique, mais j'ai lu un peu des avis sur cette réforme, et il y a 3 points que je partage sur le fond. Le premier point, c'est la qualité du contrôle de l'action, sur la légalité de l'action. Par exemple, à la commune, le conseil, vous, contrôle l'action du collège, nous,
À la province, le conseil provincial contrôle la députation permanente. Et ce contrôle démocratique, force est de constater qu'il est plus faible dans une logique de supracommunalité. On voit que l'opacité des processus décisionnels ont donné l'opacité des processus décisionnels ont donné dans des intercommunales. On pense aux affaires de la Carolo, Publifilm, enfin bref. Et depuis, il y a eu des nettes améliorations sur la transparence. On a fait 2 pas en avant, mais avec cette réforme, on fait 3 pas en arrière. Deuxième point, c'est le fait que la réforme prévoit que c'est la région qui va établir la supracommunalité. Et donc, de s'inspirer un peu de ce qui se fait en Flandre, puisque depuis la dernière réforme de l'État, en Flandre, c'est la région flamande qui décide et qui détermine les territoires supracommunaux. Donc la philosophie globale est d'imposer la décision avec consultation des communes et des provinces, mais comme je l'ai dit, cette consultation, je trouve, ne se fait pas en connaissance de cause pleine et entière. Et donc c'est déjà en soi un changement de paradigme. On était plus dans une logique ascendante, donc les communes entre elles qui décident de la mutualisation des services à un niveau supérieur, alors qu'ici on passe à une logique descendante, imposée par le haut. Et donc il y a 2 conséquences à cette régionalisation. La première, c'est que les communes vont perdre une part importante de leur autonomie décisionnelle. Et c'est là la vraie question majeure pour nous. À partir du moment où nous sommes consultés, mais que nous n'aurons pas le pouvoir décisionnel de l'attribution des compétences, puisque c'est le gouvernement wallon qui l'aura, nous perdrons notre autonomie de mettre en place la forme de mutualisation que nous souhaitons réaliser avec d'autres communes. Et donc, la note telle que présentée par Monsieur le ministre ne prévoit pas la possibilité de nous laisser décider du niveau le plus adéquat pour exercer nos compétences. Et donc, au-delà de la question de l'autonomie provinciale dont parle la note qui est proposée au vote aujourd'hui, il y a également en filigrane la question de l'autonomie communale. La deuxième conséquence, c'est que la note prévoit aussi que c'est effectivement le gouvernement qui envisagera les compétences provinciales d'un point de vue régional, en faisant une sorte de melting pot de toutes les compétences pour les 5 provinces. Et quand on regarde les budgets provinciaux pris séparément, le budget de la province de Liège n'est pas le même que celui du Luxembourg. La province du Brabant wallon n'élabore pas son budget de la même manière que la province de Namur, c'est un fait. Et chacune des provinces a ses spécificités et s'adapte aux défis de leur territoire. On pense par exemple à la province du Luxembourg, le budget de la province du Luxembourg qui est plus axé sur tout ce qui est tourisme, économie, etc., alors que en Hainaut et la province de Liège sont plus axés sur l'enseignement, par exemple. Et donc, cette réforme, on a l'impression qu'elle fait un peu fi des spécificités locales. Et donc, je voudrais en revenir à ça, c'est juste qu'on soit un partisan de la suppression, de la remodélisation, on veut maintenir les provinces ou l'institution n'a plus de sens. Je pense que la réforme, et là je rejoins Madame Halleux, elle doit se penser plus largement. La question qu'il faut se poser pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut organiser une supracommunalité et comment répondre aux problèmes auxquels la province ne répond pas. Comment réorganiser aujourd'hui le territoire afin de compléter les actions des communes, parce que c'est ça le défi. Et je pense que c'est cette philosophie-là qui doit guider la refonte de la supracommunalité. Donc je ne pense pas qu'il y ait de schizophrénie dans notre chef, je pense qu'il s'agit juste de pragmatisme, d'enjeux de démocratie locale et de garantie de l'autonomie décisionnelle pour les communes. Et donc pour nous, en l'état, nous voterons en faveur de ce qui est proposé au Conseil communal ce soir. Merci, Monsieur Van Kerkhof. Est-ce que quelqu'un d'autre va encore s'exprimer? Je terminerai si vous permettez. Allez-y, Monsieur Matin. Le micro, Philippe. Pardon, voilà, merci. Voilà, j'entends bien les amendements et les réflexions tant de mes collègues au sein d'ADN, ou je devrais dire écolo, pour Madame Halleux. J'entends également ce que vient de dire notre Légevin, Monsieur Légevin, mais en fait, il y a une petite erreur, Monsieur Légevin, si vous me le permettez, ce n'est pas une réforme constitutionnelle. Hein. Ce n'est pas une réforme constitutionnelle, non. C'est une réforme institutionnelle, oui, mais pas constitutionnelle. On n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Deuxième élément, je voudrais quand même dire que cette note, elle est l'émanation pure et simple de la déclaration de politique régionale. Si vous relisez les termes de la DPR, vous allez retrouver ce qui se trouve dans la note d'orientation du ministre. Note d'orientation, du reste, approuvée par le gouvernement, et voilà, c'est une note qui est approuvée par le gouvernement, tout le gouvernement,
et qui valide le lancement d'une procédure. Moi, je trouve que c'est une procédure qui est extrêmement humble et modeste, dans la mesure où elle ne soumet pas aux communes un paquet déjà rédigé, mais elle dit, tiens, vous, communes, comment voyez-vous l'évolution de la supracommunalité? Comment voyez-vous la manière dont les communes vont reprendre éventuellement, je dis bien éventuellement, des compétences aux provinces, dès lors qu'elles évoluent, et de quelle manière voyez-vous leur financement et les mesures d'accompagnement de cette reprise? Alors, vous dites, chacune des provinces a ses spécificités, et c'est tout à fait vrai, et c'est la raison pour laquelle les provinces ont été invitées à remettre un avis pour à la mi-législature. Bon, on y est presque, hein, le temps passe vite. Donc, ici, je trouve que vous donnez à l'état actuel de la réforme beaucoup d'ambition, et ce qui m'étonne, c'est que aujourd'hui, alors je sais bien qu'aujourd'hui, la rengaine à Andenne, c'est de dire on doit être des résistants et on ne doit surtout pas faire ce que nos partis à d'autres niveaux font. C'est un peu plus facile pour le PS, puisque le PS est pour l'instant dans l'opposition en Wallonie au fédéral, en l'occurrence en Wallonie. Et ici, bah, forcément, on peut avoir quelques affinités. Moi aussi, j'étais au congrès de participation, comme vous y êtes allé probablement aussi. Mais je voudrais bien revenir sur la nature de la réforme. À ce stade, on n'en est pas encore au stade du décret. Il va y avoir un décret tôt ou tard, et lors des débats sur le décret, il y aura probablement un travail énorme de séduction à l'égard du PS, j'ose le dire, puisque le PS sera nécessaire pour obtenir la majorité des 2/3. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui, et c'est là que je ne comprends pas l'avis négatif, encore moins du MR, du reste, parce que là, pardonnez-moi, monsieur Legevin, mais oui, effectivement, il y a une curieuse schizophrénie dans votre chef, où tantôt vous considérez que les provinces doivent évoluer, que la DPR c'est la Bible, l'Évangile, mais qu'aujourd'hui, parce que bah voilà, le partenaire au collège dit non, on va voter contre parce que c'est de Ken, et là vous vous dites, bon, ben, on va pas le fâcher, on va voter contre aussi. Et c'est là que je ne comprends pas. C'est là que je ne comprends pas. Je pense vraiment que nous devons aujourd'hui avoir une expression beaucoup plus responsable et nous dire qu'est-ce que nous voulons, nous, communes, exercer comme compétence, qu'est-ce que nous ne voulons pas, et qu'est-ce que nous voulons comme contrepartie et comme mesure d'accompagnement. Et ça, aujourd'hui, j'entends rien. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de dire à nouveau, ou le gouvernement wallon, très mauvais, et dire non à une proposition, alors que c'est pas ce qu'on nous demande. Le gouvernement wallon ne demande pas un oui ou un non, il demande comment et quelles pistes les communes voient pour cette évolution institutionnelle, pas constitutionnelle. Et voilà, je ne comprends pas. Donc, en ce qui me concerne, moi, je confirme que pour les engagés, en tout cas, ce sera un non, non pas à la note d'orientation, puisqu'on n'en est pas encore au stade de la réforme, on en est à une note d'orientation, mais ce sera un non à la délibération du collège. Merci, Monsieur Matar, pour votre intervention. Quelqu'un d'autre? Encore une autre personne avant que je cède la parole à Monsieur le bourgmestre? Ah voilà, Monsieur le bourgmestre, c'est à vous. Mais voilà, j'ai entendu les arguments des uns et des autres. Alors, j'entends, Monsieur Matar, que ce n'est qu'une note d'intention. Mais on sait bien comment ça fonctionne. Et particulièrement depuis quelques années, généralement, et je vais vous dire une chose, je pense que c'est depuis que les mandataires locaux ne peuvent plus siéger à la fois au Parlement wallon et dans les conseils communaux. Ça, c'est une erreur historique. Parce que on prend des décisions dans des strates qui sont parfois bien plus hautes que la stratosphère, alors que ceux qui auparavant étaient mandataires communaux et mandataires régionaux avaient les pieds dans le terrain, savaient de quoi ils parlaient et savaient quand il y avait une réforme les implications que ça avait pour les communes. Et je ne vous cache pas que la grande crainte qu'on a par rapport à ce qui est imaginé aujourd'hui, vraiment, c'est que de nouveau, ce soit les communes qui payent au travers des décisions du Parlement et du gouvernement. Alors, je sais pertinemment qu'il faut
la majorité des 2/3 pour cette réforme institutionnelle. Je sais que le PS va être courtisé, mais en tant que mandataire communal, je me dis que chaque fois qu'on nous fait acheter quelque chose, on achète un chat dans un sac pour l'instant. Et ce qui est plus grave, c'est que on n'a plus confiance dans les institutions qui sont au-dessus de nous. Alors que ce soit l'EMR, que ce soit les engagés, que ce soit le PS, que ce soit Écolo, la confiance des mandataires locaux, elle est rompue vis-à-vis de ces institutions dites supérieures, que sont la Fédération Wallonie-Bruxelles, que sont la région wallonne, ou qui est encore le gouvernement fédéral. Combien de réformes n'ont pas été faites depuis des années sur le dos des municipalités, et à la limite, ils n'en ont rien à faire, ils s'en réjouissent presque. En fait, nous sommes devenus des manants qui allons demain devoir aller organiser soit des réformes qui vont coûter cher à la population, parce que c'est nous qui porterons ça sur notre dos, soit des réformes qui impacteront notre personnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'avis du collège est un avis négatif, parce que nous ne savons pas ce qui se cache dans les détails de ce qui sera imaginé. Et on sait que c'est dans les détails que l'on trouve les choses les plus dramatiques pour les communes. J'ai été parlementaire wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pas très longtemps, je l'ai été aussi au fédéral. Mais quand on vote un décret au Parlement, l'important, c'est pas le décret. On peut tous se mettre d'accord sur le décret. L'important, c'est la GOE. C'est l'arrêté du gouvernement wallon, qui est la mise en application du décret. Et là, la mise en application du décret, vous n'avez plus, même en tant que parlementaire, quasiment aucune marge de manœuvre. Alors que dire des communes? Et oui, aujourd'hui, la proposition d'émettre un vote négatif, c'est non seulement par conviction, mais par de nouveau, par souci de résistance et aussi de crainte de ce qu'on va nous proposer. Et Benjamin Constantini pourrait en parler. Ce qui est imaginé par le gouvernement wallon en termes de réforme de l'accès à des parcs d'activité économique, c'est de la folie. En fait, on est en train de sacrifier le BEP, l'ASPI, Idelux. Ils vont devenir, en fait, les vassaux du gouvernement wallon. Et ça, on ne peut pas l'admettre. Et je n'admettrai jamais. Et je me suis exprimé. Et je me suis exprimé avec vigueur, avec, j'irais presque, pas véhémence, mais je me suis exprimé en tout le cas avec tout le cœur que je peux avoir par rapport à l'AIEG. Parce que demain, si on nous fait entrer dans un GRD unique, parce qu'on a fait une réforme institutionnelle totale, on va nous faire entrer dans un GRD unique, on va se prendre 4,5 milliards d'euros, je ne vais pas faire un cours, 4,5 milliards d'euros de dette complémentaire au niveau de la région wallonne. Parce qu'actuellement, les intercommunales telles que l'AIEG et les autres sont dans le secteur 11 de l'Europe. Et donc, c'est en dehors du périmètre de la dette belge vis-à-vis de l'Europe. Si demain nous avons un GRD unique, nous nous chopons 4 milliards d'euros d'ORES, ouais, 500 millions d'euros à peu près de réserve, mais c'est dans un autre contexte. Il y a 4,5 milliards d'euros qui vont passer du secteur 11 au secteur 13 et qui vont venir encore créer plus de doutes des investisseurs et des agences de notation, que je n'aime pas, mais enfin, elles sont là, il faut bien vivre avec, dans le chef, donc, qui vont encore impacter la Wallonie. C'est ça qu'on craint. Vraiment, moi, demain, je me dis, ben oui, on a
des intercommunales qui sont bien gérées, sauf peut-être une, où il y a 12 000 personnes qui, depuis des semaines, des jours et des jours, n'ont plus accès au gaz. Oui, on a des intercommunales bien gérées. On a parlé de Netis, de Publifin, moi j'ai entendu, et ça s'est réglé. Il y a des gens... Vous savez, moi je dis toujours que dans quelques cercles qu'on se trouve, il y a toujours autant de personnes malhonnêtes au mètre carré. Et donc, voilà, c'est comme ça. On peut le dire autant de cons, autant de malhonnêtes, autant voilà, de personnes de tordus aussi. Enfin, on fait comme on veut. Et donc, une société, elle est constituée comme ça. Et au niveau actuellement où on se trouve, je le répète, nous n'avons plus une confiance dans les parlementaires et dans les membres des gouvernements. Et ici, la décision que le collège vous propose de prendre, c'est pour se protéger. Alors j'ai entendu Mme Halleux dans ses amendements. Je pense qu'on peut accepter les amendements tels qu'ils ont été mentionnés, proposés. Ils sont tenables. Pour autant qu'on enlève quand même dans les amendements le fait que l'on donne la possibilité au gouvernement wallon de prendre les dispositions pour réorganiser tout. Ça, je pense qu'on doit être maître de notre destin et on doit plutôt avoir un recours aux conseils communaux pour que les conseils communaux se positionnent en connaissance de cause à un moment donné et que les citoyens puissent aussi se positionner en connaissance de cause. Donc ça fait partie de l'article 3. Et l'article 2 bis, quand vous parlez de supracommunalité, je ne pense pas qu'il fasse inclure le paysage des intercommunales, parce que donner dans cet article le paysage des intercommunales, mettre en exergue la réforme du paysage des intercommunales, porterait un préjudice grave à l'AIEG. Et donc ça, moi, je ne souhaite pas que ça soit mentionné. Merci, Monsieur le bourgmestre. Est-ce qu'il y a encore d'autres interventions, Monsieur Mattard? Oui, très brièvement. Mais, ici, mes considérations ne sont que politiques parce que on sent bien évidemment qu'il y a une volonté du PS et peut-être plus largement du collège de voter, de remettre un avis purement négatif simplement parce qu'il y a une divergence politique beaucoup plus large entre le PS andennais et le gouvernement wallon. C'est surtout cet argument-là que j'entends. Monsieur le bourgmestre nous dit, ben oui, derrière un décret, il y a des arrêtés. Ben, ça, c'est vieux comme l'histoire de notre pays et de tous les pays démocratiques. Il y a des mesures parlementaires et il y a des mesures d'exécution qui sont des arrêtés royaux ou des arrêtés du gouvernement wallon. C'est tout à fait normal. Mais ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que globalement, on rate une occasion de construire un débat, d'avoir un avis circonstancié, constructif, de ne pas dire on remet un avis négatif, mais simplement d'exprimer des demandes, des préoccupations, et de prendre ça comme opportunité. Et puis, à charge pour le PS de rebondir sur ces arguments pour peser dans le débat qui aura lieu tôt ou tard au sein du Parlement. Voilà. Mais on sent bien que l'acte, et je peux comprendre, cette bonne guerre est plus politique que fondamentale et que de fond, tout simplement. Et je le regrette. Je regrette vraiment cette occasion manquée par notre conseil communal de prendre en main cette réflexion. Merci, Monsieur Mattard. Monsieur Sampoli. 2 secondes, parce que ça ne sert à rien. C'est pas un acte. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce qui est proposé est proposer un acte politique qui va à l'encontre du gouvernement en place actuellement. Je le redis, c'eût été le PS qui serait venu avec ce type de demande, le positionnement aurait été le même. Si le PS était venu par rapport au bureau économique de la province de Namur avec une proposition de réforme telle que celle des zonings économiques, nous serions allés au combat. Et si, et je l'ai déjà fait, ils sont venus
en voulant un GRD unique à l'époque des lieux des repos, nous sommes allés au combat. Ce n'est pas une question de couleur politique, c'est juste une question de défense de nos citoyennes et de nos citoyens. Et de permettre à l'économie, dans le cadre des zonings d'activité économique, de trouver un emploi et de développer l'activité économique au sein de la Wallonie. Merci, Monsieur Bourgmestre. Donc, on va clore les débats et se prononcer sur, Les amendements. sur l'avis du collège avec les amendements proposés par Madame Halleux. Donc, je fais un tour de table. 5300. Approbation. Si. PSDA. Nous émettons un avis négatif, nous suivons notre bourgmestre. Avis négatif. Et on a, Pour autant que Mme Halleux nous dise qu'on retire l'aspect intercommunal. Je suis d'accord, monsieur le bourgmestre, oui, si on les accepte, voilà, avec les modifications que vous avez proposées, ça me va très bien. ADN. Enfin, Et ADN, disons, la frange engagée, en tout cas d'ADN, se prononce contre les amendements de notre collègue Halleux. donc, Et alors pour la composante citoyenne, abstention. d'accord. Donc, Madame Pauline les 4 personnes engagées chez ADN votent contre les amendements et contre la libération du collège. Parfait. Pour, avec les amendements. Les citoyens, je les appelle comme ça. Ce sera une abstention. C'est ça. 2 Pour les abstentions. Une ou deux. 2. Au niveau du MR. Nous, on approuve les amendements et on suit la décision. Approbation. Parfait. Merci beaucoup. Ça va, t'as tout noté? C'est bon? Je voudrais savoir le vote de Madame Léonard. Elle est comme Madame. Ah. Madame Léonard, vous voulez bien vous prononcer verbalement pour que Monsieur le directeur en prenne note? Abstention aussi. Merci. Voilà, on peut passer au deuxième point de l'administration générale. Donc ça concerne la charte sur l'intelligence artificielle. C'est simplement une adoption d'une annexe au règlement de travail. Je suppose que ça ne pose aucun souci. Monsieur Léchevin. Ben voilà, il allait prendre la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, Monsieur Matar m'avait interpellé en octobre dernier concernant l'implémentation de l'intelligence artificielle dans la commune. En voici une étape supplémentaire et significative. Donc, cette charte est le fruit d'un travail donc collaboratif entre plusieurs services et les directions que je remercie ici pour leur implication. Elle a été validée en comité de concertation de base le 13 octobre dernier et est celle qui vous est présentée aujourd'hui. Alors, pourquoi l'adoption d'une telle charte? Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de la charte, mais enfin, je trouve la sui generis de cette charte. On se rend compte que l'intelligence artificielle, et c'est plus un secret de polichinelle, est de plus en plus présent dans nos environnements, et notamment l'environnement professionnel. Et donc, le collège a fait le choix de ne pas nier cette réalité, de ne pas restreindre les accès aux outils d'IA générative à usage général. Et donc, par conséquent, et c'est aussi une responsabilité des pouvoirs publics, c'est d'encadrer l'utilisation de l'IA par les agents de la ville et du CPAS. Donc, le premier aspect de cette charte, c'est évidemment la protection des données à caractère personnel. Tout un chacun qui travaille dans une administration publique est amené à manipuler des données sensibles. On peut penser au dossier de l'état civil, coordonnées des citoyens, les informations qui proviennent du CPS, comme les dossiers de dette, les aides sociales, des procédures de litige contre des citoyens ou contre des entreprises ou des données personnelles des agents, des employés communaux. Donc le but premier est d'apporter un cadre qui protège cette confidentialité de données, mais qui n'est pas la seule facette. Il n'y a pas que la confidentialité des données, mais on peut penser aussi à la propriété intellectuelle, par exemple, en évitant d'introduire dans un système d'intelligence artificielle des éléments qui seraient protégés par les droits d'auteur. Et la charte, ce n'est pas non plus que des règles, hein, c'est aussi un guide des bonnes pratiques, donc c'est sensibiliser à l'impact environnemental de l'usage de l'IA. On en parle peut-être moins,
mais je disais encore que l'intelligence artificielle consomme énormément d'eau. À l'échelle mondiale, les infrastructures liées à l'intelligence artificielle pourraient bientôt utiliser 6 fois plus d'eau que le Danemark, un pays de 6 millions d'habitants, alors que les réserves d'eau un peu partout dans la planète sont déplorables, mais aussi sur des bonnes pratiques comme le fait que les résultats générés par l'IA doivent être interprétés avec prudence, avec esprit critique, et que la supervision humaine reste évidemment toujours et bien sûr la règle. Et donc il vous est proposé de marquer votre accord sur cette charte relative à l'intelligence artificielle. Merci, Monsieur Léchevin, pour vos interventions. Monsieur Mattard. Simplement pour féliciter Monsieur Léchevin. C'est vrai que ça fait suite aux questions que je lui ai posées dans le cadre de mon interpellation antérieure, et qu'effectivement, il y a lieu de protéger la confidentialité des données que nous utilisons dans le cadre des applications d'intelligence artificielle. Donc c'est très positif d'avoir pris en tout cas les devants avec cette charte, suite à l'interpellation que je lui avais adressée. Je dirais que ce qui serait intéressant également, et je sais que c'est une partie du plan stratégique transversal, mais il est important aussi de ne pas voir l'intelligence artificielle comme une menace, mais il faut aussi la voir comme un outil extrêmement précieux, et un outil dans le bon sens du terme de productivité et de fiabilité également du travail administratif. Donc il serait peut-être intéressant, sans urgence évidemment, d'extraire de l'exécution du plan stratégique transversal les mesures qui sont prises au niveau de la commune pour faire de l'intelligence artificielle un outil performant au service des citoyens, au service du personnel et au service de l'ensemble des usagers. Mais bravo en tout cas pour cette charte. Merci beaucoup, Monsieur Mattard. Donc tout le monde est content sur ce point-ci apparemment. C'est magnifique. On peut passer au deuxième point, donc est le point contentieux. Donc c'est la ville d'Andenne contre la région wallonne. Au niveau des subsides de crèche, autorisation d'ester en justice. Y a-t-il une remarque? Vous le voulez bien, peut-être un petit exposé préalable avant que nous puissions intervenir. Ouais, simplement, il y a eu un appel à projet qui a été lancé par rapport à des travaux d'investissement au niveau des crèches. Nous avons rentré une série de dossiers. Il n'y a pas eu de suite favorable réservée à nos demandes. Et on se retrouve un peu dans la situation du maillage vert-bleu, où c'était la place du port à Seille, appel à projet, et on est écarté sans aucun motif, sans aucune motivation. Et donc, ce sont des courriers types qui nous sont arrivés. Et donc, voilà, il n'y a rien de clair dans l'histoire. C'est un choix qu'on ne maîtrise pas. Et dans les appels à projets, généralement, mais vous le savez, il y a des critères qui doivent être définis à la base. Ici, il n'y a pas de critères. Nous sommes écartés, donc nous allons en justice pour savoir pourquoi nous sommes écartés. Merci, Monsieur le bourgmestre. Monsieur Mattard. Effectivement, ici, on va retirer les boules du sapin et la crèche, si j'ose dire. C'est plus Noël, puisqu'on est évidemment, enfin en tout cas, nous sommes évidemment pas d'accord avec cette démarche. Je pense que moi, je suis personnellement inquiet pour les structures d'accueil de l'enfance, et je le dis d'autant plus à l'aise parce que d'aucuns pourraient croire que j'y suis indifférent, mais je suis président d'un milieu d'accueil moi-même depuis très longtemps. Donc c'est vraiment un domaine qui me tient à cœur, et la question n'est certainement pas une question de fond ici par rapport à mon intervention. Je pense qu'on est probablement resté assez longtemps au cours de la précédente mandature communale et au cours de la dernière législature aussi, trop longtemps sans initiative à la fois destinée à concrétiser les mesures de développement de l'accueil de l'enfance, et je dis très à l'aise puisque les engagés n'y étaient pas, mais également les mesures d'urgence qui n'ont pas été prises sous la précédente législature en faveur des structures d'accueil qui nécessitaient des interventions d'urgence. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Et malheureusement, vous m'envoyez frustré, blessé, parce qu'il y a un cœur qui bat derrière ce pull. Et je suis un peu déçu de voir qu'à nouveau,
peut faire de l'humour quand même, sinon, sinon on va tous se fâcher si je ne fais pas un peu d'humour. Donc voilà, on nous propose à nouveau une judiciarisation inutile et vexatoire, dont les premiers bénéficiaires, permettez-moi de le dire, sont quand même les avocats et du SPW et de la ville. Ça, au moins, eux, ils vont gagner quelque chose dans cette aventure. Donc, je le répète, moi, je suis vraiment préoccupé par les structures d'accueil et je suis prêt personnellement à m'investir pour défendre nos infrastructures andonnaises auprès des administrations compétentes, de me battre pour pouvoir nous faire entendre raison. Mais malheureusement, je ne pense pas que ce soit avec des recours au Conseil d'État, en décortiquant les mouches à coups de recours, qu'on va aboutir à quelque chose et qu'on va atteindre nos objectifs. Alors, à supposer même, et je n'y crois pas un seul instant personnellement, à supposer même que la commune gagne ce recours sur base d'une présumée insuffisance de la motivation budgétaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le jargon, et je l'ai beaucoup pratiqué encore maintenant, mais dans mes autres vies aussi, et vous aussi, monsieur le bourgmestre et plusieurs ici autour de la table, la limite des moyens disponibles. C'est une motivation qui, effectivement, fait parfois un peu couler un peu d'encre, mais qui est tout à fait admise par la jurisprudence constante du Conseil d'État, en fait, en tout cas, lorsqu'elle se justifie d'une manière évidente. Donc, il n'est pas acquis du tout que vous allez gagner ce recours, mais à supposer même que vous le gagnez, voilà, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, le gouvernement reverrait sa motivation, il reprendrait un acte administratif, et vous ne seriez pas sûr du tout que de voir Andenne sélectionné dans l'appel à projet. Donc, en fait, ce recours, en fait, il va aboutir à quoi? S'il aboutit, annulation de l'acte administratif, c'est tout. Mais jusque-là, on n'a encore strictement rien gagné. Alors, je pense qu'on se trouve ici face à un acte administratif posé par la région en faveur d'un objectif précis. Et l'appel à projet, qu'est-ce qu'il disait? Maintien et rénovation des milieux d'accueil existants pour répondre en priorité à des situations urgentes où les normes de sécurité et de salubrité ne sont plus respectées, mettant en péril la continuité de l'accueil de la petite enfance. Et la décision du gouvernement mentionne clairement qu'au moment de la réception des demandes, aucun milieu non retenu n'était dans ces conditions précises. Alors, je ne juge pas ici la manière dont l'appel à projet a été rédigé. Est-ce qu'on était suffisamment précis? Mais en tout cas, au niveau de la motivation de l'acte administratif, en tout cas, il n'y avait pas lieu de considérer qu'un milieu n'a pas été retenu alors qu'il devait l'être. En tout cas, c'était clairement documenté, non seulement par l'ONE, mais également par le SPW. Alors, le projet de recours ne prend pas en considération que l'appel à projet repose sur une base légale. Ça, ce n'est pas du tout dans le projet de recours. Et la base légale, c'est un décret récent, 30 mai 2025, qui modifie un décret du 16 novembre 2023, celui sur lequel le recours se base effectivement. Mais ici, ce décret de 2023 relatif au subventionnement des infrastructures et équipements, il était modifié. Et aujourd'hui, des subventions peuvent être octroyées en dehors de la programmation habituelle, et ce, à nouveau, je le répète, dans la limite des crédits disponibles, et c'est écrit tel quel dans le décret. Alors, cette limite des crédits disponibles est en l'espèce un argument suffisant et pertinent, encore une fois, je le répète, pour justifier la décision du gouvernement. C'est ce qu'en tout cas admet le Conseil d'État, puisque lorsqu'on documente suffisamment une motivation sur cette base, eh bien, il n'y a strictement pas matière, en tout cas, à y voir une quelconque insécurité juridique. N'oublions pas que l'appel à projet, c'est quoi? C'est un budget de 8 500 000 pour 41 millions de demandes. Donc voilà, on sait que dans ce genre de circonstances, et on est bien ici dans des crédits facultatifs, ce sont des subventions facultatives, ce ne sont pas des subventions qui sont encadrées par la programmation pluriannuelle. Ce sont des crédits facultatifs. Donc, un ratio de 8,5 millions par rapport aux 41 millions, on sait qu'il y a une sélection qui est indispensable. Il y avait 156 projets déposés. Alors, n'oublions pas non plus, par rapport à la probabilité que vous avez d'aboutir au Conseil d'État, que le Conseil d'État va être, et voilà, on le sait dans pas mal de circonstances et sur base de plusieurs exemples, que le Conseil d'État va être attentif à l'intérêt général. Va-t-il annuler un appel à projet, en tout cas l'attribution de subventions, qui ont contribué à sauver 1189 places d'accueil de l'enfance? Est-ce qu'il va annuler un projet qui, au risque de mettre en péril la continuité du service public, au caractère budgétairement contraignant des politiques publiques? Donc voilà,
Personnellement, moi, je préférerais être beaucoup plus efficace, attendre le futur après la projet qui va être probablement lancé par le gouvernement wallon avant la fin du semestre, et ce serait infiniment plus pertinent d'attendre ce nouvel appel à projet plutôt que d'aller en recours au Conseil d'État avec une probabilité faible d'aboutir. Merci, Monsieur Matar. Puis-je vous demander de couper le micro? Je vais céder la parole à Je peux Monsieur vous poser une question, Monsieur Matar? Vous êtes président d'une association qui s'occupe de crèches? Où? Hein? Vous avez eu des subventions? Alors ici, vous devez savoir que toutes les structures avaient demandé des subventions, hein, que ce soit Images, les ASBN ou autres. Donc, ce n'est pas uniquement la ville d'Andenne. Mais au niveau du maillage vert-bleu, vous avez la mémoire courte. Vous avez refusé d'aller au Conseil d'État, en Conseil communal, en séance plénière. Nous avons gagné au Conseil d'État. Nous avons proposé une transaction à la région. Et la région nous a envoyé littéralement promener. Et donc, nous allons devant une autre juridiction pour avoir notre juste dû. 500 000 euros. Et aujourd'hui, de nouveau, j'ai l'impression d'avoir, puis sur le fond, je laisserai parler M. Erdekens, j'ai l'impression d'avoir non pas quelqu'un qui défend la ville d'Andenne, mais quelqu'un qui est un représentant du gouvernement wallon et qui est là pour défendre le gouvernement wallon ou le gouvernement de la communauté française. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais, que ce soit Pierre Pouloujac ou... on défend les intérêts des Andennais, c'est pour ça que nous sommes élus. Et je cède la parole à M. Erdekens. Merci. Écoutez, Monsieur Matar, j'ai envie de vous dire un petit sentiment personnel. Si le courrier de réponse signifiant la décision du gouvernement wallon avait été aussi bien motivé et expliqué que ce que vous venez de faire ici, peut-être qu'on n'aurait pas eu la nécessité de faire un recours. Alors, vous dites que c'est une justification évidente. Je prends en compte, je ligne, le nombre de demandes et des moyens budgétaires disponibles. C'est plus court que la formule de politesse. C'est plus court que la formule de politesse. Alors certes, la moitié du texte explique les voies de recours, c'est une obligation légale, mais ils se sont tirés une balle dans le pied. On n'a pas l'explication sur les critères qui ont été donnés par rapport aux 5 crèches et les critères de l'appel. Vous avez expliqué, voilà, il y a 8,5 millions de moyens, 41 millions. Aucun des critères pour justifier pourquoi l'une ou pourquoi l'autre. Celles qui sont acceptées et celles qui ne le sont pas. Vous parlez de la base légale, le montage financier, il y avait aussi la question de l'ONE, qu'on n'a pas dans la décision. Donc c'est plus que laconique, ça fait un peu l'effet du prince, et en l'état, on a tout intérêt, même si l'acte est cassé, au moins ils viendront avec des critères, et soit ils assumeront un volet politique, ils diront c'est comme ça, c'est le fait du prince, soit on aura des critères par rapport à la salubrité, au risque, à la dangerosité. Parce que honnêtement, ce que vous venez de dire là, le critère, le dossier, le courrier aurait été rédigé comme ça, je pouvais vous entendre et suivre, mais là, un copier-coller aussi vaguement expliqué, je ne vous suis pas par contre sur la cause de justification évidente par rapport au Conseil d'État pour des petites décisions, d'accord, mais pour un montant de 8,5 millions avec autant de demandes, c'est un nid à frustration ce courrier. Donc il n'y a pas seulement la motivation, il y avait un flou. Donc en ce sens, c'est parfaitement justifié, me semble-t-il. On est dans une décision totalement stéréotype et qui ne va pas dans l'intérêt financier de la ville et surtout des crèches. J'ai dit, je vous remercie. Merci, M. Erdekens. Madame Halleux, puis je repasserai la parole à M. Matar. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais être un peu concrète. En fait, je suis allée ce matin consulter les dossiers de demande de subsides que vous avez déposés parce que je me questionnais sur pourquoi demander des subsides pour ces 5 crèches. Est-ce qu'il y avait vraiment un caractère d'urgence et de situation voilà, de salubrité ou d'insalubrité. Et donc, effectivement, toutes les crèches ne sont pas dans un état de danger,
mais il y en a une, en tout cas, qui a reçu de l'ONE une menace de mise en demeure avec obligation de fermeture. Hein? C'est juste, madame? Oui. Et donc, parce qu'il y est fait mention de problèmes de surchauffe d'un local, du local bébé, je crois, de châssis bloqués qui empêchent l'aération de l'espace. Voilà, il y a d'autres problèmes dans d'autres crèches, du bruit qui empêche les bébés de dormir. Et donc, la motivation du refus formulée par l'administration ne me semble pas non plus formelle et légale. Enfin, elle mentionne juste le nombre important de demandes et une limite de moyens budgétaires disponibles, mais elle ne motive pas ce refus au regard du caractère urgent ou non de la demande, alors qu'on a clairement dans les 5 crèches au moins une crèche qui est vraiment en situation d'urgence. Donc, il me semble que la commune est lésée et refuser les 5 demandes est un peu too much pour moi. Donc, voilà, il y avait 41 millions. Il y a 41 millions de demandes, 8 millions de subsides accordés, c'est 1/5 en fait. Et donc, pourquoi est-ce qu'Andenne n'a droit à rien là-dedans? Voilà, donc enfin, voilà, moi je voterai avec vous sur ce point-là. Merci, Madame Halleux. Je vais repasser la parole à Monsieur Matin parce qu'il avait levé sa main avant, puis je vous céderai la parole à Madame Léonard. Voilà, alors, je vais commencer par un petit préalable. Bon, moi, je vais y être extrêmement pacifique et enfin, en tout cas, d'apporter des motivations à mon propos, dont je regrette vraiment les propos de Monsieur le bourgmestre. Dire aujourd'hui que je ne défends pas l'intérêt des Andennais, je vous ne cache pas comme une insulte. C'est vraiment comme ça que je viens de le prendre. Si je fais de la politique communale et si je prends du plaisir à le faire, c'est justement parce que j'ai envie de faire quelque chose pour mes concitoyens. Donc entendre ce genre de choses chaque fois qu'on n'est pas d'accord, et ce n'est pas la première fois, à chaque fois que nous avons des discours discordants, eh bien forcément, si on s'oppose à une décision du collège, on n'aime pas les Andennais. Voilà. C'est quelque chose qui, je trouve, est littéralement inacceptable et puant dans un débat politique. C'est prendre en otage l'opposition derrière ce genre de propos, qui relève, si je n'avais pas la carapace pour y faire face, quand même de tentatives d'intimidation. Je ferme la parenthèse, je trouve que c'est regrettable, je le répéterai, je pense que j'aurai des occasions de le répéter à l'avenir, puisque ça ne cessera probablement pas. Alors, je confirme, pour répondre à M. Erdekens, que lorsqu'il s'agit de subventions facultatives, la motivation budgétaire est recevable, et dire qu'on est dans la limite des crédits disponibles. Alors, est-ce que la motivation, le courrier a été rédigé suffisamment bien? Peut-être pas. Ben, lorsque le Conseil d'État, et vous êtes juriste, je ne le suis pas, M. Erdekens, lorsque le Conseil d'État va s'emparer de la question, eh bien, il va aussi apprécier, au-delà de la forme de la motivation, si le fond de la motivation est correct ou pas, sachant que la forme de la motivation, même si elle est insuffisante, s'appuie quand même sur le contenu d'un décret, donc en l'occurrence le décret modificatif. Donc voilà, après, sur encore une fois, la qualité de subvention facultative en l'occurrence, vous avez parlé de fait du prince, ce qui est quand même un peu péjoratif. Moi, je ne parlerai pas de fait du prince, mais simplement de la capacité qu'a le gouvernement, et encore une fois, je dis bien l'entièreté du gouvernement, de faire la sélection en fonction de critères. Et il me semble que, et ici je vais quand même prendre la défense, non pas du gouvernement, mais encore une fois de la décision en tant que telle, je ne pense pas que la décision a été prise d'une manière arbitraire. Elle repose sur l'analyse de 2 administrations, l'ONE d'une part et le SPW d'autre part. Donc voilà, il y a eu une analyse et il n'y a pas eu une sorte de décision politique arbitraire de dire telle commune est dirigée par un parti, l'autre part on va faire... Non, franchement, tout porte à croire, et je vous gâche pas, j'ai quand même fait quelques vérifications, tout porte à croire que le dossier a été traité d'une manière rigoureusement et totalement impartiale. Voilà, raison pour laquelle, moi, je ne peux pas accepter cet argument à la fois du fait du prince, ou de considérer que parce que peut-être que sur la forme, la plume de la motivation n'a pas été tenue correctement, que cela invaliderait
la décision. Ça, je n'y crois pas une seule seconde. Et en plus, dire d'une manière un peu lapidaire et j'ai presque envie de dire donneuse de leçons, dire aujourd'hui que voilà, on va apprendre, on va donner une leçon au gouvernement en lui apprenant à rédiger correctement une motivation. Bah, clairement, tout ce à quoi ça peut aboutir, c'est à couper un processus et retarder peut-être les futurs appels à projets qui auraient pu donner satisfaction à la ville. Et enfin, voilà, clairement, si nous nous opposons aujourd'hui, nous engagés à cette délibération, c'est parce que nous considérons que la judiciarisation systématique de toutes les délibérations prises, dès lors que une décision prise à un autre niveau de pouvoir ne nous convient pas, est quelque chose qui n'est pas opérationnel. Je crois savoir, et c'est quelque chose qui m'a été dit, non pas au niveau politique, mais au niveau d'administration, que Andenne fait partie des villes qui battent tous les records en matière de procès. Et je ne pense pas que c'est cela qui va forcément lui permettre d'avoir davantage de décisions positives de la part des autres niveaux de pouvoir. Donc c'est une bonne raison pour nous, en tout cas, de nous opposer à ce recours, parce que nous estimons qu'il y a d'autres moyens de satisfaire nos milieux d'accueil. Merci, Monsieur Mattard. Madame Léonard, vous avez demandé la parole, je vous la cède volontiers. Oui, ben voilà, de nouveau, je vais du coup prendre la parole au nom de la troisième composante d'ADN, qui n'est que ADN, du coup, vous l'aurez compris, de nouveau, il serait temps. Donc voilà, ma petite remarque, en fait, c'est simplement pour relier certaines idées qui ont déjà été exposées, mais de les exposer différemment. C'est-à-dire que, évidemment, on entend bien, je pense que tout le monde ici autour de la table est unanime sur l'importance des crèches, la volonté de les préserver, et même, bien sûr, d'augmenter leur capacité d'accueil dans la mesure du possible. Mais du coup, concrètement, pour un ratio qu'on connaît, donc de 8 millions et quelques sur 41 disponibles, évidemment, il a fallu faire une sélection. Et donc, dans une urgence, enfin, voilà, on a bien compris le contexte. Mais du coup, Maya et moi, on tenait à ajouter le fait que c'est plutôt déplorable. Enfin, on trouve en fait finalement assez déplorable le manque de transparence par rapport à la méthode de sélection qui, sans doute, aurait aussi amené d'autres communes à aller au Conseil d'État. Donc voilà, je ne dis pas que ça aurait été simple, mais en tout cas un manque de transparence sur la méthodologie de sélection, où l'ONE est du coup co-décisionnaire. Donc désolé, je reformule en d'autres mots, mais c'est finalement ça l'idée. Et puisque ma colistière Florence Halleux a été du coup se renseigner dans les annexes qui malheureusement n'étaient pas disponibles, peut-être ou qu'importe, mais sur le fait que voilà, il y a un des 5 projets qui était en effet considéré dans un état d'urgence, étant donné la lettre de l'ONE pour une mise en demeure. Oui, je pense que c'est bien ça. Et donc l'ONE qui, je le rappelle, a participé au processus de sélection pour l'appel à projet du gouvernement wallon. Donc on va dire ça se recoupe, ça se boucle, mais c'est... Voilà. Et donc ce même projet à Seille a été du coup, apparemment, je ne sais pas si tu l'as déjà dit Florence, mais estimé à 40 ou 45 000 euros par là. Et donc on va dire ça a l'air assez injuste, c'est sûr, par rapport à ce petit budget, entre guillemets, qui, dans le contexte communal actuel, c'est sûr, du coup, elle ne peut pas forcément être pris en charge directement par la commune. En tout cas, c'est sûr qu'un appel à projet, c'est toujours une opportunité. Et donc, tout ça pour en dire que, du coup, de notre côté, on pense que le mieux, c'est de... Enfin, pour nous, on se rallie à la décision de la majorité, même si c'est clair et net que, pour nous, encore une fois, le recours, c'est un symbole et de contestation plutôt qu'une efficacité vis-à-vis des enfants on va dire, à accueillir. Voilà. Merci pour votre attention. Merci, Madame Léonard. Monsieur Constantini. Merci, Monsieur le Président, mais j'ajouterai ces quelques mots. Sincèrement, la position du collège elle est liée avant tout à une demande de transparence, en fait, dans les décisions qui sont prises par les niveaux de pouvoir supérieurs. À nous, en tant que pouvoir local,
On nous demande de la transparence sur toute une série de décisions, sur tous les actes qui sont posés ici au niveau du conseil communal, sur tous les actes qui sont posés au sein de l'administration, sur tous les actes qui sont aussi traités vis-à-vis des tiers dans le cadre des marchés publics. Toutes nos décisions sont vérifiées par la tutelle wallonne. Et, pardon ? Et puis, d'un autre côté, le gouvernement wallon nous informe d'une décision avec une motivation, comme le disait mon collègue, sur 2 ou 3 lignes. À un moment donné, vous devez quand même concevoir qu'on ne peut pas ressentir une quelconque forme de respect de la part du gouvernement. Il faut pouvoir le comprendre. On reçoit, après avoir investi du temps et de l'argent, beaucoup de travail de nos équipes, une décision qui tient sur 3 lignes. Sincèrement, ça n'est pas acceptable. Alors on parlait tout à l'heure, quand on a évoqué la problématique de la supracommunalité, d'un principe de méfiance, ben, il est aussi lié à ça. Et on doit faire à un moment donné du lien entre les positions et les décisions qui sont prises. À un moment donné, quand on se sent déconsidéré, voire mal respecté, ben, c'est évidemment logique de ressentir une forme de méfiance. Et donc, elle est traduite dans ce genre de décision que l'on propose ici au niveau du conseil communal. Monsieur Matin, vous parlez de judiciarisation systématique. C'est vrai qu'on est souvent en justice, mais on gagne beaucoup. On peut reprendre le tableau des procès gagnés et perdus, et on pourrait demander à monsieur Terwine de faire le travail dans une volonté vraiment très objective, mais vous allez voir qu'on gagne entre 8 à 9 procès sur 10. Monsieur Sampoli, on parlait tout à l'heure du procès sur le maillage vert-bleu, c'est quand même 500 000 € auxquels on serait passé à côté si on vous avait suivi au conseil communal. Je pense que c'était en 2023 ou en 2024. Vous ne vouliez pas rester en justice, vous ne vouliez pas aller au conseil d'État. Et nous, la majorité, nous avons insisté pour ce faire. C'est quand même 500 000 € qui revient dans le budget communal pour mener un projet positif pour les Andonnais. On n'a jamais dit que vous n'aimiez pas les Andonnais. Monsieur le bourgmestre a dit que vous ne défendiez pas les Andonnais. C'est autre chose que de ne pas les aimer. Et d'autre part, allez, on peut parler aussi de la dématérialisation des permis d'urbanisme. On pourrait se poser quand même la question, légitimement, de savoir pourquoi Andenne, qui est la 3e commune de la province, quasiment à égalité de nombre d'habitants avec Sambreville, qui en est la 2e, se retrouve blackboulée de cette liste des communes sélectionnées par le gouvernement et par le ministre pour participer au processus de dématérialisation des actes administratifs, alors que l'administration elle-même souhaite qu'Andenne soit moteur, parce que nos équipes ont une vraie force de proposition et de participation au processus, et parce que nous sommes au niveau urbanistique et en aménagement du territoire une commune dynamique, et donc ça veut dire qu'on a beaucoup de projets à amener dans le cadre de cette dématérialisation des actes administratifs. Ben, je ne vous cache pas qu'on a demandé une analyse juridique, et que sur le premier motif, on pourrait déjà contester la décision du ministre et aller au Conseil d'État. Et on aurait raison, parce que vous savez que celui qui a pris la décision n'est pas l'organe compétent pour ce faire. Donc ça veut dire que Andenne pourrait bloquer le processus de dématérialisation des permis d'urbanisme en région wallonne. Ben voilà. Et on réfléchit. Parce qu'à un moment donné, il faut peser le pour et le contre d'une décision. Ici, si on propose au conseil communal d'ester en justice, c'est parce qu'à la clé, il y a beaucoup d'argent. Comme pour le projet du maillage vert-bleu, c'est exactement la même situation. Il n'y avait pas d'argent, à la rigueur, on pourrait vous entendre. Mais ici, il y a de nouveau beaucoup d'argent dans des structures de crèche qui, comme le soulignait Madame Halleux, je pense, ne sont pas au top au niveau salubrité et au niveau hygiène. Et là, c'est aussi le bien-être des enfants et des accueillantes. Voilà. C'est une de trop, Madame Dieudonné. Ah oui, je sais. J'aurais simplement souhaité Non, il y en a savoir... plusieurs. Les autres ont des problèmes aussi. Hein. Oui, mais- Celle-là Attendez, s'il vous mise en plaît. demeure. S'il vous plaît, ne commencez pas à prendre la parole comme ça, parce que ça va me déplaire. Et je le dis en rigolant, d'une façon tout à fait pacifiste et courtoise. Donc, Monsieur Matar va reprendre la parole. Très brièvement, Monsieur le Président, pardonnez-moi d'être intervenu sans vous le demander.
sincèrement. Je voulais simplement savoir, c'est une question, une vraie question, de quand datait le courrier de l'ONE, si je ne m'abuse, moi je n'ai pas vu le dossier, adressé à la crèche de Sey, qui se trouve en situation d'urgence, semble-t-il. De quand date ce courrier? Fin d'année? Oui, mais l'appel à projet est antérieur, c'est simplement ça que je voulais dire. Donc voilà, c'est un argument qui ne tient pas la route. Je le dis aussi pour ma collègue. Ok. Bon, voilà, je pense qu'on a... Ah, pardon, je n'avais pas vu Kevin. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voulais rebondir, mais c'est Benjamin qui a dit exactement la même chose. C'est combien de procès avons-nous lancés? On est peut-être recordman dans le nombre de procès, mais recordman aussi dans le nombre de procès gagnés. Il est important de savoir qu'à chaque strate politique, on doit défendre l'intérêt des ministres fédéraux du pays, les députés régionaux de la région et les conseillers communaux des communes. Donc, l'importance de se mobiliser et de voter pour la défense ou attaquer en justice ce point-là, pour moi, important. Donc voilà, on soutiendra l'est en justice. Merci, M. Goossens. Monsieur le bourgmestre, pour terminer ce point. Alors, je voudrais terminer en 3 points. 1, rassurer tout le monde, les travaux sont faits pour la crèche de la Ruche. Donc, il n'y a pas de problème, Madame Magnier peut le confirmer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Monsieur Mattard, en disant que vous n'avez pas défendu les Andonnais, je ne vous ai pas insulté. Par contre, enfin, on peut faire Calimero aussi. Hein. Non, attendez. 3, en disant que ma réflexion c'était puant, vous m'avez insulté, mais je vais vous dire une chose, Monsieur Mattard, je ne tomberai pas dans le panneau dans lequel vous avez fait tomber mon prédécesseur, et je ne m'emballerai pas, et je resterai digne. Je voudrais quand même réagir si vous voulez bien, parce que c'est suffisamment grave ce que je viens d'entendre. Dire aujourd'hui que j'ai fait tomber votre prédécesseur dans le panneau me fait vraiment passer pour une sorte de manipulateur que je n'ai jamais été personnellement. Et je ne veux pas faire l'histoire parce que j'ai beaucoup de respect, qu'on le veuille ou non, et qu'on me croie ou pas, j'ai beaucoup de respect pour votre prédécesseur. Donc je ne veux pas non plus relancer ce débat. Mais la manière dont vous me traitez aujourd'hui, monsieur le bourgmestre, me fait craindre pour l'avenir, parce que peut-être ai-je utilisé un mot puant, comme vous le dites, et si ce mot vous a choqué, moi je suis prêt à vous présenter mes excuses si ce mot était abusif, mais laisser entendre que je ne défends pas les Andonnais et que je joue à Calimero est quelque chose de totalement méprisant, et malheureusement ça me fait un peu peur pour l'avenir des débats au sein de ce conseil communal. Et ce que nous avons entendu aujourd'hui, en tout cas, moi je suis en tout cas en mesure de l'analyser d'une manière assez inquiète. Voilà, on va se prononcer donc pour ce point. Si je peux me permettre un petit résumé de tout ce que j'ai compris, au sein du groupe ADN, vous êtes 4 contre, et tout le reste est pour. On est d'accord? J'ai bien compris. Ça va, merci. Alors, au niveau des débats au sein de ce conseil communal, je me fais une petite parenthèse parce qu'il y a un peu plus d'un an d'ici, vous m'avez tous élus à l'unanimité. Et j'ai dit ce jour-là à la presse que je ne serais pas un président qu'on mettrait la main dessus. Je vais être un président neutre. Et je souhaite que la bienveillance dans le débat se réinstaure. C'est ma grande volonté et j'y verrai. Même si je suis très attaché au bourgmestre, et je ne le cache pas, c'est un ami d'enfance, mais si quelque chose me déplaît dans ses propos, je serai le premier à intervenir vis-à-vis de n'importe qui. C'est plus important, le bien-être de nos citoyens, on a été tous élus pour ça, quelle que soit la couleur politique que nous représentons, c'est pour la bienveillance de tout un chacun. Voilà le petit mot que je voulais dire, qui me tient parfaitement au cœur. Alors, les autres votes, tout le monde a dit est pour. Hein. Oui, tout le monde. Voilà, le point suivant, 3e point divers, c'est la modification de la législation relative aux funérailles et aux sépultures. Y a-t-il des commentaires à ce sujet? Je vous remercie.
Troisième bis, énergie, signature de la nouvelle convention 2026-2030 entre Electrabel et 17 communes. Y a-t-il commentaire? Je vous remercie. Troisième point, c'est sur l'environnement. C'est un point qui a été mis en urgence. C'est un projet de motion de soutien à l'agriculture et aux agriculteurs, agricultrices du territoire communal qui est introduite par Madame Camille Navet, conseillère communale. À cela viendra s'ajouter les amendements que le PSDA a fait à ce projet de motion. Donc, Madame Navet, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, voilà, au vu des dernières actualités et de chiffres qu'on a pu voir d'une enquête qui nous vient de l'UC Louvain, où 77% des agriculteurs et agricultrices francophones sont en détresse psychologique, on se doit d'apporter notre soutien au monde agricole et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le groupe MR souhaite soumettre à votre approbation cette motion. Donc vous avez toutes et tous pu lire et prendre connaissance de cette motion au préalable, donc je ne vais pas l'étayer en long et en large. Je vais simplement appuyer certaines choses sur lesquelles on voudrait attirer votre attention, mais ça va être assez court. On souhaite simplement, donc, dans cette motion, réaffirmer notre soutien au monde agricole. On souhaite appeler à une reconnaissance juste et équitable du travail des agriculteurs, et tout cela en renforçant les actions au niveau communal, en favorisant notamment une agriculture locale, les circuits courts, le dialogue entre agriculteurs, citoyens et agricultrices, citoyens, citoyennes et autorités publiques. Voilà, c'est l'essentiel qui est repris au sein de cette motion. Et nous souhaitons, pour terminer, simplement remercier PSDA pour les amendements plus que pertinents qui ont été apportés à cette motion. Merci. Merci, Mme Navet. Je vais céder la parole à Mme Seressia pour les amendements qu'a apporté PSDA. Oui, donc je vais donc les enchaîner. Donc, considérant que les standards environnementaux dans les pays du Mercosur ne sont pas les mêmes qu'au sein de l'Union européenne, considérant que l'activité économique dans les pays d'Amérique du Sud entraîne la déforestation sauvage de la forêt amazonienne, véritable poumon vert de la planète, considérant que les cultures dans les pays d'Amérique du Sud font la part belle aux organismes génétiquement modifiés, les OGM, principalement pour le soja. Considérant que l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur menace le développement d'un modèle agricole durable, écologique et rémunérateur en Wallonie, ainsi que le respect des engagements climatiques de l'accord de Paris et du cadre mondial du Kunming-Montréal sur la biodiversité. Considérant que l'accord introduit un mécanisme de rééquilibrage qui permettrait à une partie de demander des compensations. Si une législation environnementale, sanitaire ou sociale de l'Union européenne affecte les avantages commerciaux attendus et que ce mécanisme pourrait compromettre la capacité de l'Union européenne et des États membres à atteindre leurs objectifs climatiques, environnementaux et de santé publique. Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par le Parlement européen le 21 janvier 26, pourrait juger dans son arrêt que l'accord n'est pas pleinement conforme aux traités européens, y compris au principe de précaution, l'application provisoire de cet accord serait alors susceptible de produire des effets eux-mêmes contraires aux traités. Nous demandons ainsi à ce que les autorités régionales et fédérales invite la Commission européenne, conformément aux engagements pris envers le Parlement, à s'abstenir de solliciter l'application provisoire d'une partie du traité entre l'Union européenne et le marché commun du Sud, dit Mercosur, tant que le Parlement européen n'aura pas adopté le texte, dès lors qu'une telle application provisoire serait contraire aux principes démocratiques et au devoir de coopération loyale entre les institutions européennes, tel que consacré par l'article 13, paragraphe 2 du traité de l'Union européenne. Merci d'avoir écouté nos demandes. Madame Seressia, pour les amendements, j'ai vu M. Mattard, mais je remercie d'abord les deux intervenants. Je cède la parole à M. Mattard maintenant. Merci, Monsieur le Président. Alors, je viens de rédiger une proposition d'amendement. Tout d'abord, nous soutenons évidemment, au sein de nos engagés,
cette motion qui vise à protéger les agriculteurs, notamment des accords commerciaux, mais plus largement de tout ce qui est de nature à pénaliser nos producteurs par rapport à des lieux de production qui ne respectent pas les standards qualitatifs que nous devons respecter. Le petit amendement que je me permets de proposer, c'est un amendement assez simple et je me permets de dire qu'il est pertinent, non pas parce que c'est moi qui l'ai proposé en d'autres lieux où il avait dû rester admis, mais simplement parce qu'il permet de donner davantage de visibilité à une agriculture locale, durable et qui se distingue de standards de production qui sont utilisés de l'autre côté de l'Atlantique et parfois même au niveau européen. Comme vous savez, en Europe, au sein de l'Union européenne, et en matière agricole, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit des restrictions en matière d'aide d'État. Et notre échevin, qui est spécialiste en droit européen, le sait mieux que moi. Il y a des restrictions en matière d'aide d'État, mais également des garanties nécessaires en matière de liberté de circulation des biens et services. Et donc, l'amendement que je souhaiterais proposer, le suivant, c'est de demander aux autorités régionales et fédérales de notre pays, dans le respect du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, plus particulièrement les articles 34 et 107, d'infléchir les lignes directrices en matière de promotion de manière à donner davantage de visibilité aux produits agricoles locaux. Voilà, c'est la proposition d'amendement que je me permets de vous suggérer. Voilà, me semble-t-il, je suis peut-être influencé par ma propre expérience professionnelle, mais c'est quelque chose en tout cas qui pourrait nous faciliter la vie lorsqu'il s'agit de mettre en évidence la qualité des productions locales, qu'elles soient wallonnes et plus largement européennes. Merci, Monsieur Mattard, pour cette proposition que je propose que vous fassiez parvenir par mail pour le bon ordre du dossier. Madame Léonard, je pense que vous souhaitez reprendre la parole. Je vous la cède volontiers. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, ce sera un commentaire, parce que du coup, on n'a pas encore, je vote déjà à l'avance du coup au nom de ADN, évidemment favorablement par rapport à cette motion qui est, qui je pense fera l'unanimité, mais je n'ai pas de boule de cristal évidemment, et donc mais finalement même à l'échelle wallonne, je pense que ce débat n'en est pas un. Je pense qu'on est globalement tous, on va dire, d'accord sur ce sujet, en tout cas le Mercosur. Mais en tout cas, ici, à l'échelle communale, moi, j'avais envie de prendre la parole, forcément, vu mon profil, que peut-être la majorité d'entre vous connaissez, mais voilà, en fait, ce type de motion, c'est déjà un acte politique fort, et donc je remercie la majorité pour ça, du coup, le MR et les amendements PSDA, évidemment. Et donc, vraiment, déjà, merci pour cette initiative. Je pense que dans l'histoire politique d'Andenne, c'est plutôt inédit et c'est tant mieux. Et donc, voilà, je vais embrayer, pardon. Je pense qu'au sein d'ADN et aussi au nom des acteurs locaux qui sont en lien avec ces matières, du coup, qui soient maraîchers, éleveurs ou peu importe, je pense que toutes ces personnes-là, donc y compris ADN et sa composante citoyenne, désolée pour la répétition, espèrent que finalement les valeurs défendues, la vision défendue par cette motion seront finalement pas oubliées, donc prises en considération dans un tiroir, on va dire, qui sera ressorti au bon moment pour des décisions de politique communale, par exemple, allant au-delà du cadre environnement. Parce que finalement, j'ai préparé un peu mon commentaire, mais le petit couac administratif purement détail d'inscrire cette motion dans la case environnement au sein de l'ordre du jour est un peu révélateur que, en fait, non, ce n'est pas que de l'environnement. Je pense que l'agriculture, c'est un secteur en soi, certes minoritaire dans notre commune, mais qui est d'abord un secteur économique qui doit être pensé de manière holistique, systémique, avec l'aménagement du territoire, la mobilité. Et donc de là, je m'adresse aux futures décisions de l'ensemble du collège communal, simplement parce que c'est super important d'avoir ce genre de motion. Bravo, je le répète. Mais voilà, on attend de voir, on attend de veiller à la suite
pour du coup ne pas être témoin de décisions schizophrènes ou en tout cas, on l'espère, le maximum possible cohérentes entre cette motion et d'autres décisions, que ce soit du coup sur d'autres thèmes que l'environnement, que je respecte beaucoup, y compris le service. C'est pas là le débat, c'est juste que je veux dire que ça va bien au-delà. Et donc oui, voilà. Je ne vais pas forcément en dire plus. Vous avez bien compris que, par exemple, l'aménagement du territoire, ça en fait partie. Ce n'est pas la matière laissée pour compte, l'agriculture. Et donc, merci pour votre attention. Merci, Madame Léonard, pour votre intervention. Madame Mungo. Merci, Monsieur le Président. Alors, au nom du groupe 5300, nous apportons également notre soutien à la motion déposée. En effet, les agriculteurs et les agricultrices sont soumis non seulement à une charge administrative énorme, mais aussi aux dispositions qui relèveront de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Les récents mouvements en attestent et ils ne doivent pas nous laisser indifférents. Certes, le Parlement européen n'a pas encore adopté le texte final. Néanmoins, l'adoption de cette motion et son envoi aux autorités compétentes ainsi qu'aux associations représentatives du secteur agricole est fondamentale. Nous la soutenons, considérant l'impact économique et social non négligeable qui en résulte. Dès lors, 5300 tient à exprimer sa solidarité locale et soutient l'interpellation du Conseil communal auprès des instances supérieures concernées. 5300 demande en particulier à garantir des prix rémunérateurs permettant aux agriculteurs et aux agricultrices de vivre dignement de leur métier. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, ce point... Ah, je ne vous avais pas vu. Allez-y, Monsieur Lichevin. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste remercier l'ensemble des parties présentes au sein de ce conseil communal pour les modifications, amendements apportés qui ont toute leur pertinence. On sait bien que les effets climatiques, le métier d'agriculteur est le premier métier qui est victime des changements climatiques. Et donc, je pense que c'est aussi important d'avoir ce volet environnemental qui n'était pas présent dans la motion. Et je remercie PSDA pour cela. Et je remercie aussi les autres amendements, l'autre amendement qui a été proposé. On sait bien qu'au niveau local, on n'a pas non plus beaucoup de leviers au niveau agricole pour mettre en place des politiques qui soient en faveur de cela. Mais par contre, et c'est là toute l'importance de la motion, c'est sensibiliser ceux qui ont les leviers en main pour agir sur ces politiques. Et je pense que dans ce processus ascendant, le fait que le conseil communal vote ce genre de motion, c'est un acte politique fort. Et je suis vraiment très très fier qu'on soit tous autour de cette motion. En tout cas, merci. Merci, Monsieur Van Kerkhoff. Monsieur le bourgmestre. Oui, mais je voudrais saluer cette unanimité, remercier Madame Navet qui a déposé cette motion, remercier le groupe PSDA pour ses amendements, remercier Monsieur Matar pour l'amendement proposé et remercier en fait l'ensemble des personnes présentes autour de cette table pour le soutien qu'ils apportent à nos agriculteurs, même si le Mercosur va bien plus loin que ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les amendements que nous avons proposés au sein de PSDA, nous avons aussi touché au volet commercial et au fait qu'on ne pouvait pas désolidariser le Mercosur, appliquer une partie de celui-ci avant tout avis de la Cour de justice européenne et du Parlement européen. Merci, Monsieur le bourgmestre. Merci à tous pour vous être exprimés sur cette motion qui est bien sûr votée à l'unanimité. Et je vous avais dit que la sérénité dans les débats n'allait pas tarder à revenir, la preuve sur ce point-ci. On peut passer au point suivant. Les finances. Premier point, procès-verbal de la vérification de caisse, situation au 30 novembre 2025. Ça ne pose pas de problème? Merci. Procès-verbal de la vérification de la caisse, situation au 31 décembre 2025. Pas de souci? Merci. Procès-verbal de la vérification de caisse, situation au 31 octobre 2025. Pas de problème. Quatrième point, budget communal 2026, fixation de la dotation communale ordinaire globale 2026 au CPS d'Andenne.
Pas de problème. Budget communal 2026, fixation de la dotation communale ordinaire 2026 à la zone de la police Les Arches. Pas de problème. Budget communal 2026, fixation de la dotation communale ordinaire 2026 à la zone de secours-nage. Pas de problème. Parfait. Zone de secours-nage, budget 2026 et fixation de la dotation communale ordinaire provisoire pour l'année 2026. Pas de souci. Zone de secours-nage, modalité de financement, approbation d'une convention fixant la clé de répartition 2026-2031, prorogation du mécanisme actuel. Pas de problème. Impeccable. Point suivant, les intercommunales. Intercommunale AIEG, hors du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2026. Pas de problème. Alors, le deuxième point, c'est simplement le changement de la représentation de la ville d'Andenne au conseil communal d'administration de Trans-et-Walles, puisque c'est M. Jean-Frédéric Erdekens qui remplace M. Claude Erdekens. C'est une prise d'acte. Pas de souci. Merci. Marché public. Marché public passé par délégation en 2025. Communication, pas de problème. Marché public passé par délégation, c'est aussi une communication, pas de souci. Alors, nous avons toute une série de mobilités. Et le voilà, de toute façon, et on n'y est pas encore. Oui, la modification. Oui, non, c'est tout à fait, tout à fait. Voilà, je vais me permettre de les citer un par un. S'il y a quelque chose, vous devez intervenir et lever le bras. Je peux déjà remercier quand même... Mais la 18, Monsieur Gillet, pardon, ce sera facile parce qu'elle est reportée déjà. Oui, bon, on va s'arrêter. Mais je préfère que vous m'arrêtez quand j'arrive parce que je n'ai pas retenu. J'en profite quand même pour remercier quand même le service technique pour les photos qu'ils nous ont fournies à chaque point parce que ça nous permettait quand même de se rendre compte des modifications à apporter et je les en remercie à ce niveau-là. Donc le premier point, donc règlement de circulation routière à Andenne, chemin de la Jonction, pas de problème. Liaison entre la rue Charles-Haye et le quai de Brucker, pas de souci. Rue Adeline, rue Armand-Denay, rue Camus, rue du Centenaire, rue Charles-Haye, c'est pas encore là. Rue de l'Hôpital, rue Janson, rue Robert Mordant, rue des Marais, rue Près des Dames, plusieurs rues en zone cyclable, c'est le point 13. Cité d'Atrif, stationnement PMR, rue du Château, stationnement PMR, rue de la Résistance, stationnement PMR, donc je suis au 17, rue du Vignat, stationnement PMR. Le point 18 est reporté, donc c'était la rue des Polonais, le sens de circulation. Mais je vais vous céder la parole. Juste 2 secondes, simplement dire que le jour où vous porterez ce point, la rue des Polonais, moi ce que je suggérais c'est d'en faire une zone de rencontre pour éviter tous les risques. Donc pour moi le projet est bon, tel que vous le proposez, mais on fait plutôt une zone de rencontre plutôt qu'une route à sens unique, simplement. Donc. Monsieur le bourgmestre, Manu, ton sujet est votre micro. Et en plus, si vous voulez, j'ai des photos pour un peu argumenter ça, je vous les enverrai par mail. Oui, mais ça, pas de problème. La seule chose, c'est qu'on va devoir envisager ça avec le SPW, puisque nous avons quand même une tutelle. Donc, mais sinon, sur le principe, moi, j'ai pas de problème. Merci, monsieur le bourgmestre. Je peux vous demander de couper le micro, s'il vous plaît. Alors, point 19, rue de la station, réservation de stationnement. Point 20, rue Docteur Mélin, organisation du stationnement. Monsieur Gillet. Donc, ce que je voudrais suggérer, c'est peut-être d'envisager en face de la maison Rosou, en fait, du côté de la maison Rosou, il y a 2 accès au square, où les enfants vont jouer. Et alors, à côté de la maison Rosou, en fait,
proposer de ne pas mettre de parking à la sortie pour éviter les risques des enfants qui vont jouer, et peut-être même mettre un passage pour piétons si c'est possible, techniquement possible. Monsieur Sampoli. Alors, ce dossier a fait l'objet de multiples discussions, de réunions avec la police, et ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est le compromis qui a été trouvé. Maintenant, mettre un passage pour piétons à l'endroit, ce sera très certainement refusé. On peut en faire la demande, mais ouais, 99 chances sur 100 que ce sera refusé. Mais je veux bien, la prochaine fois qu'on les voit, c'est-à-dire dans 3 mois, faire la demande. J'ai pas de problème. Merci. Merci, monsieur le bourgmestre. Point 21, rue Président Kennedy, organisation du stationnement. Point 22, Cotis, rue Neuve, abrogation d'une zone d'évitement. Point 23, Vezin, rue de la Limite, sens de circulation. Point 24, Sey, rue du Bois-Portal, limitation d'accès. Monsieur Gillet. Oui, encore juste une suggestion. En fait, on en a déjà discuté à rue du Bois-Portal avant les élections. Et alors, le fait de supprimer cette interdiction plus de 3,5 tonnes est justifié. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais je reviens avec mon idée de mettre dans le sens de la descente un sens interdit après la zone de parking des buildings. Parce que permettre à des camions de plus de 6,5 tonnes de descendre et de monter, ça me paraît excessivement dangereux. Mais techniquement, ça ne me paraît pas possible, puisqu'en fait, les sens interdits ne peuvent débuter qu'au moment où il y a un carrefour. Alors, connaissant bien le quartier, quand on rentre, il n'y a pas de carrefour. Il y a des places de stationnement et des accès, mais il n'y a pas de carrefour à proprement parler. La rue Bois-Portal, elle fait une boucle. Et donc, on ne sait pas. Ou alors, on la met à un moment donné en sens. On met tout le quartier là, enfin, toute la rue Bois-Portal, mais les deux côtés de la rue Bois-Portal en sens interdit. Ça veut dire, au niveau de la rue Albossard, on crée un sens de circulation. Mais là, on va obliger les personnes et on aura des personnes qui vont rouler à une vitesse plus importante. Ici, en fait, ce dont il s'agit, c'est que l'interdiction est enlevée parce qu'elle est redondante. Ouais. Et donc, le SPOE estime qu'elle n'a plus lieu d'être. Et mettre un excepté circulation locale dans le sens de la descente, on ne peut pas non plus. C'est légalement. Excepté circulation locale, ça veut. En fait, le problème, c'est quand on dit excepté circulation locale, c'est que ça veut rien dire. Puisque si un fournisseur doit venir dans une maison de la rue Bois-Portal, ben, en fait, il est en circulation locale. Donc, je suis. Enfin, on est coincé. C'est pour ça d'ailleurs que très souvent maintenant, ce qu'on essaye de faire, interdit, parce qu'on mettait souvent interdit aux 7,5 tonnes, excepté circulation locale. Mais les personnes peuvent toujours dire, mais moi je viens chez un tel. Donc parfois ce qu'on envisage de mettre, mais c'est un temps, il faut qu'on discute avec la région, c'est plutôt des longueurs de véhicules que des tonnages. Ça veut dire qu'à certains endroits, on pourrait interdire les semis. Et on pense, entre autres, à la rue, la rue Pontillas à Petit-Voiret qui mène au zoning. On pense à dire, ben oui, on va interdire quelque part aux semi-remorques de venir. Mais ça, c'est en négociation avec la police, le SPWMI. Merci, monsieur le bourgmestre. Point suivant, nous sommes rue de Thon, zone d'évitement strié. Toujours à Thon, rue Moidarès, zone d'évitement strié également. Et enfin à Vezin, rue de Namur, chemin réservé. Parfait pour tout le monde. Merci. Point suivant, patrimoine. Premier point concerne le village de Landenne, Petit-Voiret exactement. Mise à disposition d'un terrain communal au profit de la société Bateau-Pain en vue d'un kiosque avec distributeur d'argent. Approbation d'un projet de convention. Madame Alloué, vous connaissez le village de Petit-Voiret? Pas très bien, monsieur. Mais
Voilà, c'est juste pour faire un petit cocorico, parce que ça faisait partie de notre programme. On demandait des distributeurs habillés dans les villages, et particulièrement à Petit Ouaré. Donc voilà, on se réjouit de cette décision. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, on s'en réjouit aussi, vraiment. Vous devez savoir que Batopa, en fait, c'est l'association de plusieurs organismes bancaires, donc qui ont une convention pour installer un certain nombre de distributeurs, mais la convention se termine, je pense, fin 2026. Donc, au-delà de 2026, il n'y aura plus de possibilité, sauf si c'est reconduit, d'obtenir ce type de distributeur. Donc, nous en aurons eu 2, un à Namèche et un à Petit Ouaré. Merci, M. Sampoli. M. Gillet. Il y en a un également qui va être installé à côté de la poste, hein, sur le parking de Oui, match. absolument. Juste. Il faut encore qu'on le raccorde. Que des bonnes nouvelles, c'est bien. Point suivant, donc, c'est l'acquisition par la ville d'Andenne du centre hospitalier régional d'Ouy, du bâtiment de la polyclinique. Donc là, il y a plusieurs points qui figuraient donc, dans cela, donc notamment l'acquisition, la location, etc. Ça se limite, je pense, mais je vais céder la parole à M. Bourgmestre uniquement sur le point acquisition du bâtiment. Oui, donc nous vous proposons aujourd'hui, dans un souci d'avancer vis-à-vis de la maison médicale, de procéder à l'acquisition, et uniquement à l'acquisition du bâtiment. Donc c'est le seul point qui est en fait à l'ordre du jour, les autres sont reportés. D'accord? Ça ne pose pas de problème pour tout le monde? Je vous remercie. Je vous remercie. Point suivant, ça concerne la Régie autonome des sports, approbation du règlement tarif des complexes sportifs communaux. Ça ne pose aucun souci. Merci beaucoup. Point suivant, sécurité et prévention, c'est pour l'organisation du Carnaval des Ours, c'est simplement l'ordonnance de police portant sur les mesures préventives. Je suppose que ça ne pose pas de problème non plus. Avant d'aborder le huis clos, il nous reste les communications de la tutelle. Je suppose qu'il n'y a pas d'intervention non plus à ce niveau-là. Merci. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à remercier le public de sa présence, les téléspectateurs et la presse. Je vous souhaite à mon retour une bonne soirée. Le prochain conseil communal a lieu le 23 mars, 19h, au même endroit.